Yo, c'est UVG. Aujourd'hui, on va parler d'Albert Camus, un écrivain célèbre et incroyable. De ses engagements politiques à ses écrits littéraires, de ses textes journalistiques à ses réflexions morales, la vie d'Albert Camus témoigne d'une cohérence et d'un alignement exceptionnel. Avec son livre L'étranger, classé premier des 100 livres du siècle en 1999, et plusieurs millions de ventes de ses livres partout dans le monde, Albert Camus a marqué l'histoire. Je suis triste comme d'hab. Faut que c'est pas la peine de réfléchir. La mélodie me fait du bien. Je pense plus à Gucci pour me vêtir. Grâce à Camus, l'absurde se dessine dans l'indifférence du monde de l'étranger. Il y a aussi le refus des systèmes, l'attention portée aux problèmes humains les plus évidents, comme le suicide ou l'engagement, et par-dessus tout, la personne de Camus dans toutes ses incarnations. L'élève prodige, issu d'une famille pauvre, et l'écrivain accompli qui dédia son Nobel à son instituteur. Le séducteur et le père de famille surmené, qui essayait de passer un mois chaque année avec ses enfants. Le footballeur doué, arrêté par la tuberculose, et le résistant modeste qui refusait de parler de sa résistance. Le solitaire soumis aux angoisses, et l'homme d'équipe qui préférait la fraternité des troupes de théâtre, des clubs de foot et des ateliers de typographie. Le parisien d'adoption, qui n'aimait pas beaucoup Paris, et le méditerranéen qui retournait à Alger chaque fois que sa mère était malade et en profitait pour aller contempler les ruines de Tipas. Camus ne considérait pas les hommes selon le rang que leur donnait la société. C'est sans doute une des raisons pour lesquelles il avait tant d'amis. C'est aussi peut-être grâce à son humour, à sa sollicitude et à sa fidélité. Les grands artistes ne font pas toujours des hommes admirables. Camus, lui, a vécu à la hauteur des idées généreuses qu'il avait promulguées. Chez lui, tout semble coïncider. Ses œuvres romanesques, théâtrales, philosophiques, qui s'organisent en cycles, mais aussi ses engagements politiques et sa vie personnelle. Entre eux, le jeune journaliste qui, du haut de ses 24 ans, défiait l'administration coloniale algérienne, le rédacteur en chef de Combat qui invoquait la justice plutôt que la vengeance, et l'homme mûr qui se rendit dans l'Algérie déchirée par la guerre pour appeler à une trêve pour les civils. Il n'y a pas d'incohérence. Quand on creuse un peu, on s'aperçoit tout de même qu'il était dépressif et hanté par des blocages d'écriture. Nous savons quel tort lui fit la tuberculose, en l'empêchant notamment de se présenter à l'agrégation, mais nous ignorons combien sa santé le tourmentait toute sa vie. Plus on connaît Camus, mieux on distingue la ligne sur laquelle il cheminait. Par son attachement à l'idée de justice, par son humanisme, par sa capacité à risquer sa vie, il s'est tracé une voie difficile. Il l'a suivie sans dévier. Ce grand intellectuel fut d'abord un grand sensible. Cela se retrouve dans sa prose journalistique, où la froideur des faits et l'émotion des descriptions subjectives se soutiennent, comme dans son écriture littéraire. Les romans de Camus ne sont pas de stricts romans à idées, chargés de défendre une thèse. Ils sont souvent un mouvement, où tout conflue, une aventure humaine, guidée par l'intelligence, mais où celle-ci est elle-même orientée par la sensibilité. Comme il le déclarera à l'émission télévisée Gros Plan en 1959, « Je n'ai qu'une certitude, mon besoin d'être ému pour bien écrire ». Ils comprennent mon côté sombre. J'étais drogué dans la vie, remonté sur d'Espagne. Pour des meilleurs tarifs pour aller plus vite que les grammes. L'étranger, son premier roman, montre bien cette spécificité. D'un côté, le texte ressemble à une machine infernale, conçue pour piéger le personnage principal. Une machine symétrique. La mort de la mère ouvre le texte, celle de l'arabe le scinde, et celle de Meursault le clôt. À la première partie, dédiée à la liberté, à l'amour physique et au soleil, correspond une deuxième partie carcérale, marquée par la privation et par l'ombre. Les événements de la première partie, la cigarette fumée près du corps de la mère, la plage avec Marie, sont décortiqués lors du procès en deuxième partie. Ici, il veut démontrer que, dans un monde où la justice juge moins les actes que ceux qui les ont commis, un personnage comme Meursault, qui ne reconnaît aucune convention humaine et s'en tient aux seules vérités de ses sensations, n'a qu'une espérance de vie limitée. On voit la solitude de Céleste témoignant en faveur de Meursault, avec ses faibles moyens d'expression et son immense générosité. Il est écrit « Comme s'il était arrivé au bout de sa science et de sa bonne volonté, Céleste s'est alors retourné vers moi. Il m'a semblé que ses yeux brillaient et que ses lèvres tremblaient. Il avait l'air de me demander ce qu'il pouvait encore faire. Moi je n'ai rien dit, je n'ai fait aucun geste, mais c'est la première fois de ma vie que j'ai eu envie d'embrasser un homme. » Les descriptions splendides d'Alger, ployant sous un trop-plein de lumière, auxquelles répondent les visions montées des murs de la prison. C'est cette beauté pauvre, tenace et lumineuse qu'on retient, plus que le minutieux travail sur la structure. Pour Camus, l'humain passe toujours avant les idées. Né le 7 novembre 1913 à Mondovì, il est le deuxième enfant de Catherine Sintès, femme de ménage, et de Lucien Camus, représentant pour une société de négoce. Albert n'a jamais connu son père. Mobilisé puis blessé à la bataille de la Marne, il décède dans un hôpital de campagne le 11 octobre 1914.
L'annonce de cette mort traumatise Catherine Sintès, au point qu'elle en garde une élocution perturbée toute sa vie. Camus, en tout cas, ne la délaissera jamais. Le 19 novembre 1950, alors qu'elle vient d'être opérée d'une fracture, ils lui rend encore une fois visite. Une anecdote connue sur le père de Camus a souvent été transformée en clé pour déverrouiller l'existence de son fils. Camus la cite dans ses réflexions sur la guillotine et dans Le Premier Homme. Lucien Camus était allé assister à l'exécution de l'assassin d'une famille d'agriculteurs. Exécution qu'il trouvait trop douce, l'homme ayant tué des enfants. À son retour pourtant, il s'était jeté sur un lit sans un mot avant de se mettre à vomir. Ce souvenir familial a dû marquer Albert. Après la mort du père, la famille déménage à Alger, dans le quartier populaire et blanc de Bellecour, chez la grand-mère maternelle. Sévère, elle règne sur la maisonnée et corrige ses petits-enfants à coups de nerfs de bœuf. Mais à Bellecour, il y a aussi l'école communale de la rue Omra, avec sa bibliothèque. L'école et sa bibliothèque représentent pour lui des lieux d'évasion, loin des corvées et des remontrances de la grand-mère. En 1920, Camus devient pupille de la nation, c'est-à-dire qu'il touche une bourse car son père a été tué à la guerre. C'est un enfant chétif mais protégé par les autres plutôt que persécuté. Puis un meneur éclairé qui préférait les mots au point. Il dit que c'est à 7 ans qu'il a connu sa vocation d'écrivain. En octobre 1923, Camus rencontre celui qui allume en lui l'étincelle, son instituteur, Monsieur Louis Germain. C'est un ancien poilu, se voulant comme un père de substitution, au moins le temps de l'école, pour les enfants de ses frères d'armes disparus. Il est vrai qu'avec Camus, il témoigna d'un comportement paternel. Un jour, il se rendit chez les Camus pour plaider qu'on laisse Albert fréquenter l'école le plus longtemps possible, afin qu'il puisse obtenir une bourse et entrer au lycée. La grand-mère n'est pas d'accord. Pour elle, Albert doit travailler pour gagner de l'argent. Mais cette fois, Catherine Sintès parvient à s'opposer à sa mère. La grand-mère finit par céder, Albert se met à travailler d'arrache-pied et il est reçu au lycée Bugeaud en 1924. Au lycée, Albert est un élève moyen, sauf en français où il excelle. Ce qui l'intéresse surtout, ce sont les parties de foot pendant la récréation ou après les cours. Albert joue attaquant, mais plus souvent gardien, un poste qu'il occupe vers 1928 dans l'équipe junior du Racing universitaire d'Alger. En 1930, il entre en classe de philo et passe sous l'enseignement d'un autre maître, Jean Grenier, qui a alors 32 ans. Ancien employé des éditions Gallimard, qui publiait des articles dans la Nouvelle Revue Française, ainsi que de petits traités de philosophie personnelle marqués par un amour de la Méditerranée. Il représente pour ses élèves le premier lien avec le monde des livres et les idées d'outre-Algérie. En décembre 1930, Albert, qui a alors 17 ans, se met à vomir du sang. C'est la première attaque de la tuberculose qui l'affaiblira toute sa vie. Sa famille l'envoie à l'hôpital Mustapha, puis chez son oncle Gustave Acco. Celui-ci est bouché, et on pense que la viande rouge va aider à guérir la tuberculose. Albert a conscience de frôler la mort. C'en est fini du foot et des rêves d'une carrière. On peut dater là la fin de son adolescence et de sa jeunesse pauvre et ensoleillée. Il y a reçu une double éducation, celle de l'école publique et celle de la rue. Des bagarres pour l'honneur, des parties de foot et des courses jusqu'à la mer. Il n'oubliera ni l'une ni l'autre. Toute sa vie, Camus sera un brillant sujet et un bon camarade. En 1932, Albert passe son bac et s'inscrit en Hippocagne. Cette année-là, sa grand-mère disparaît. Et il s'éprend de Simonier, une conquête dans tous les sens du terme. Car, avec son genre sophistiqué, ses origines bourgeoises et ses manières de femme fatale, elle est une sorte de vedette féminine pour la jeunesse algéroise. L'oncle Acco l'apprécie peu, sans doute parce qu'elle distrait Albert de ses études et qu'il voit en elle une mauvaise influence. Il se trouve que Simonier est morphinomane. Camus l'épouse en 1934 et elle se sépare d'elle en 1936, lors d'un voyage en Europe, quand il intercepte la lettre adressée à sa femme d'un amant médecin. Cette trahison s'ajoute à une déception. Camus, qui a terminé son mémoire, Néoplatonisme et pensée chrétienne, s'est vu interdire de passer l'agrégation en raison de sa mauvaise santé. De 1932 à 1936, Camus se trouve d'autres joies, d'autres fraternités. À l'université d'Alger, qui intègre en 1933, il devient un étudiant qui impressionne ses professeurs et le meneur d'une bande d'amoureux de la beauté. Un meneur mystérieux qui n'invite jamais chez lui et laisse entendre que sa mère vit à Oran. En 1935, il adhère au Parti communiste. Staline, inquiet de la montée de l'Allemagne hitlérienne, estime qu'une France faible nuirait à ses intérêts et que persister à soutenir l'anticolonialisme serait affaiblir un potentiel allié. Or, une des tâches d'Albert au Parti communiste avait été d'œuvrer au rapprochement du parti avec les indépendantistes de l'étoile nord-africaine, désormais traités en ennemis. Albert est exclu du Parti communiste en 1937.
Entre-temps, il a fondé une sorte d'université populaire, le Collège du Travail, et une troupe censée défendre la cause communiste, le Théâtre du Travail. Là naît sa passion pour les collectifs. Il adapte Le Temps du mépris de Malraux, écrit avec ses amis une pièce édifiante, Révolte dans les Asturies, aussitôt interdite par le maire d'Alger, Augustin Rosas. Après la rupture avec le Parti communiste, la compagnie deviendra le théâtre de l'Équipe, apolitique et inspiré par Jacques Copeau. À l'époque, Camus est un des orateurs de la Maison de la Culture d'Alger, et il écrit des articles, fait paraître L'envers et l'endroit, recueil de textes personnels, travail sur noces, des essais lyriques où il loue notamment la beauté des ruines de Tipasa. À l'été 1937, Albert se laisse convaincre d'aller se reposer dans les Alpes, dont il déteste les paysages. Ce voyage lui permet de découvrir Paris. À partir de cette époque, il sut que son vrai travail serait de créer des œuvres à partir de la vie qu'il menait. Il lui fallait préserver son temps et surtout préserver ses forces. Au retour des vacances, Albert, qui a besoin d'argent, se met à travailler à l'Institut de la météorologie et de physique d'Alger. Sa première tâche est de faire l'inventaire des données enregistrées dans les 353 stations météorologiques au cours des 25 dernières années. Albert s'en acquitte avec sérieux. Avec la Seconde Guerre mondiale, il part à Paris et se marie avec la belle Francine Faure, brillante pianiste venue d'Oran. L'étranger, dont Albert a fixé les premières lignes en décembre 1938, séduit le comité de lecture de Gallimard en décembre 1941. Albert mesure sa chance, mais refuse courageusement une publication dans la Nouvelle République française, alors dirigée par Jean Paulhan. La revue est publiée avec l'aval des Allemands. Cela ne lui porte pas préjudice. L'étranger paraît en juin 1942, après avoir enthousiasmé tous ses premiers lecteurs. Des années plus tard, Camus dira sa lassitude d'être toujours réduit à ce seul roman. L'étranger, suivi du mythe de Sisyphe en octobre, vont faire de lui une demi-célébrité. Il rejoint la rédaction de Combat, le quotidien clandestin de la Résistance. Il devient aussi lecteur chez Gallimard et intègre le monde gris de l'édition française sous l'occupation, où se côtoient des résistants comme Malraux et des collaborateurs comme Drieux-La Rochelle. La famille Gallimard, qui voit en Camus l'avenir, le fait entrer au prestigieux comité de lecture. Dès lors, Camus mène une double vie professionnelle, entre son bureau chez Gallimard et ses activités clandestines à Combat. C'est aussi l'époque des discussions au Flore avec Sartre et Simone de Beauvoir, des fiestas chez Léris, Bataille ou Sartre, de l'alcool en quantité. À cette époque, Camus connaît aussi des événements amoureux. Sa rencontre avec Maria Casares, paternelle, la naissance de ses jumeaux Catherine et Jean en 1945, et politique. La rédaction de Combat espère bien que la libération de la France se poursuivra en révolution. Dans le Combat libre, Camus se dispute avec François Mauriac, éditorialiste au Figaro, à propos de l'épuration. Pour Combat, celle-ci est une nécessité et il s'agit d'épurer bien par souci de justice plutôt que par désir de vengeance. Mauriac, lui, prône la charité d'abord et veut que l'on pardonne aux collaborateurs afin que puisse advenir une réconciliation nationale. En septembre 1945, Caligula est joué au théâtre Herberto avec un jeune premier nommé Gérard Philippe dans le rôle titre. Les critiques sont mitigées, mais surtout très nombreuses, ce qui traduit son statut. Dans le Saint-Germain-des-Prés, effervescent d'après-guerre, Camus fait sensation. Mais les premières dissensions avec Sartre apparaissent, souvent après un verre de trop. L'année suivante, Camus part à New York, où L'étranger est publié en avril. Il profite du voyage pour envoyer 80 kilos de vivres à sa famille. À son retour, il s'aperçoit qu'il a reçu la rosette de la Résistance. Il écrit « Je ne l'ai pas demandé et je ne la porte pas. Ce que j'ai fait est peu de choses et l'on n'a pas encore donné à des amis qui ont été tués à côté de moi. » La peste, où il s'intéresse à l'engagement, paraît en juin 1947. À l'automne, 100 000 exemplaires en sont écoulés. Le succès ne change pas Camus, qui a peu d'intérêt pour l'argent, mais il change sa vie. Une journaliste tente de se faire embaucher comme bonne chez lui, et les éditions Gallimard lui donnent une secrétaire pour repousser solliciteurs et admirateurs. Camus s'échappe auprès de ses amis. Il devient moins disponible pour ses vieux camarades, mais il garde sa passion pour le théâtre. Le 27 octobre 1948 a lieu la première de sa pièce, L'état de siège, au théâtre Marigny, dirigé par Jean-Louis Barrault, avec notamment Maria Casares. Une catastrophe. La renommée est peut-être un malentendu, elle permet de se faire entendre. Camus se sert de la sienne avec générosité et souvent discrètement. Camus soutient, entre autres, le pacifiste américain Gary Davis, qui se veut citoyen du monde, et les républicains espagnols internés dans les camps russes. Plus tard, il écrira au Premier ministre grec pour faire libérer les intellectuels grecs de gauche, interviendra en faveur de Victoria Ocampo, incarcérée par le pouvoir argentin, défendra les ouvriers grévistes de Berlin-Est, des nationalistes algériens menacés par la peine de mort.
Ses engagements sont toujours conformes à ses principes. Camus veille à ne jamais se compromettre avec la gauche stalinienne, même quand il défend les mêmes causes. Cela lui vaut des ennemis de toutes parts. En 1949, à son retour d'un voyage en Amérique du Sud, la maladie le reprend. Il part se reposer au Chambon-sur-Lignon, où il termine les justes et commence un traitement à la streptomycine, plus efficace et moins douloureux que les infiltrations. Il finit par prendre un congé d'1 an de chez Gallimard, s'installe à Cabris dans les Alpes-Maritimes, puis dans les Vosges. L'homme révolté, auquel il travaille depuis 9 ans, paraît en octobre 1951. En mai 1952, il y a rupture avec Sartre. À la parution de L'homme révolté, Camus se trouve dans un état de grande vulnérabilité, aggravé par sa santé. La violence des attaques et la publicité faite à la polémique le laissent durablement blessé. Tous et toutes contre moi pour me détruire, réclament leur part sans répit, sans jamais me tendre la main, venir à mon secours, m'aimer enfin pour ce que je suis, et afin que je reste ce que je suis, note-t-il dans son journal. Il est surmené. Cette année-là, Francine Faure tombe malade, une probable dépression qui la suivra toute sa vie. La chute, que bien des critiques interprètent comme une réponse à Sartre, paraît en mai 1956. Il s'agit à l'origine d'une nouvelle prévue pour le recueil L'exil et le royaume, qui a dépassé le projet initial. Il s'en vend entre 500 et 1000 exemplaires par jour. Mais Camus est-il encore en position de goûter ce succès ? Ses tentatives pour défendre une troisième voie entre l'indépendance et le statu quo en Algérie ont échoué. Sa campagne pour promouvoir une trêve pour les civils s'est terminée dans les huées. Camus a pourtant des alliés, la gauche non stalinienne, mais les voix de ses ennemis sonnent plus fort. Quand il reçoit son prix Nobel à 44 ans, ses ennemis s'en donnent à cœur joie. En décernant son prix à Camus, le Nobel couronne une œuvre terminée, titre la revue Art. Lors du voyage en Suède, éclate une nouvelle polémique. Le 12 décembre 1957, Camus rencontre des étudiants de l'université de Stockholm pour un débat littéraire. Une seule question concernant son œuvre littéraire lui est posée, puis la discussion vire politique. Un jeune musulman interpelle Camus. Pourquoi intervient-il si souvent sur l'Europe de l'Est et si peu sur l'Algérie ? Camus, bouleversé, rappelle qu'il s'est toujours exprimé sur l'Algérie, jusqu'au moment où il lui est apparu que ses interventions ne pouvaient qu'aggraver la terreur. Il évoque brièvement ses actions, en faveur des militants algériens nationalistes. Et il termine en disant « J'ai toujours condamné la terreur, je dois condamner aussi un terrorisme qui s'exerce aveuglément dans les rues d'Alger, par exemple, et qui un jour peut frapper ma mère ou ma famille. Je crois à la justice, mais je défendrai ma mère avant la justice. » Camus reformule une idée qu'il a cessé de manifester. Quand, sous l'influence de la politique, la justice se trahit en prenant la forme de crimes aveugles, c'est bien l'être humain qu'il faut sauver. Mais pour une opinion exacerbée par la guerre d'Algérie, cette position est insupportable. Comme il le dira, le 12 novembre 1958, lors d'un dîner avec des écrivains algériens, « Je suis suspect aux nationalistes des deux bords. J'ai le tort pour les uns de ne pas être assez patriotes. Pour les autres, je le suis trop. Ce que trop d'Arabes ne comprennent pas, c'est que j'aime l'Algérie comme un Français, qui aime les Arabes et veut qu'ils soient chez eux en Algérie, sans pour cela s'y sentir lui-même un étranger. » Camus ne va pas bien. Il consulte un psychiatre. Il souffre de problèmes respiratoires, peine à écrire, s'évanouit parfois. En 1958, il se met à travailler au Premier Homme, ce qui peut-être le guérit ou fut l'indice de sa guérison. Cette année-là, il achète sa maison à Lourmarin, un havre provençal sans touristes où vit son ami René Char et où il est le voisin de Jean Grenier. Il finance le club de foot local et cherche à monter un théâtre. Camus fête le Nouvel An 1960 à Lourmarin avec sa famille, ses amis Michel et Janine Gallimard et leur fille Anne. Le 3 janvier, Francine Camus et ses enfants rentrent à Paris en train. Camus monte dans la voiture de sport des Gallimard. À hauteur du lieu-dit Petit Villeux-Bleuvin, la voiture fait une embardée, heurte 2 arbres. Projeté contre la vitre arrière, Camus meurt sur le coup. Michel Gallimard décède quelques jours avant que la presse ne commence à le traiter de fou du volant. Le bruit des polémiques retombe, la guerre d'Algérie s'achève, et les livres de Camus continuent de se vendre et de s'attirer à chaque génération des nouveaux lecteurs qui les considèrent comme des chefs-d'œuvre de littérature et des guides moraux. Voilà comment s'achève tragiquement la vie de cet artiste, incontournable. Quand j'ai lu L'étranger, j'ai été très touché par le décalage du personnage par rapport à la vie qui l'entoure. Et c'est une œuvre qui est restée très marquante pour moi. Camus était un homme droit, accroché solidement à ses principes, et qui a, selon moi, passé sa vie à livrer ses combats pour défendre ses idées, mais avant tout pour défendre l'humain. Une attitude remarquable. Je vous conseille évidemment vivement de lire ses œuvres. Et même si ça le saoulait qu'on lui vende tout le temps les mérites de L'étranger et que ce
soit un peu son œuvre principale, je vous conseille de lire L'étranger. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se dit à la semaine prochaine. C'était UVG. Bye. When you were here before, couldn't look you in the eye. You're just like an angel. Your skin